Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie de l'émission. Nous accueillons deux nouveaux invités. Lesconinissim, vous êtes écrivain, documentariste et historiographe. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à vous également, monsieur Jérôme Koumba. Vous êtes expert environnemental. Bonsoir à vous. Ce jeudi, il est question d'économie, toujours dans la capitale politique et administrative de la République du Congo, Brazzaville. Le drame de Mpila au Congo a causé de lourdes pertes humaines, mais également matérielles. Commerces et outils de travail ont tout simplement été détruits par les explosions. Comment la population va-t-elle pouvoir subvenir à ses besoins? Est-ce que ces dégâts vont être ressentis sur le bilan économique du pays? Éléments de réponse avec nos envoyés spéciaux à Brazzaville, Myriam Selam et Franck Guidimanco. Le drame de Mpila aura fait de nombreux dégâts humains, mais aussi matériels. L'avenue commerciale des Trois Martyrs reflète la situation. À Brazzaville, les magasins sont vides, éventrés et ont fait l'objet de nombreux pillages. La petite quincaillerie du coin fait figure de résistante, mais les clients manquent. Chez nous, actuellement, ça marche. Mais pourquoi? Je veux dire que c'est peut-être à cause de l'événement, les gens encore, dans les quartiers, c'est encore vide. Donc, ce n'est pas encore beaucoup de gens. Pour Aimé Itoua, l'explosion du site militaire a également mis à mal son activité. Une grande partie de son stock de ciment a été détruite. Après l'événement du 4 mars, la pluie qui est tombée le jeudi après, 4 jours après, donc les tôles étaient envolées, donc il y a eu la pluie qui est tombée ici. Bon, quand ma femme est hospitalisée, quand je suis venu à mon insu, il y avait quelques 40 sacs qui étaient endurcis. Ça, c'est une nouvelle stock que je viens d'acheter à la gare de Brazzaville pour essayer de me nourrir. Ça aussi, c'est le ciment que j'ai acheté. Comme je vends aussi le brick, donc je vais fabriquer le brick avec ça. Quant à l'indemnisation, il se trouve dans une impasse. Bon, il y a les gens d'identification qui sont passés, qui m'ont demandé, il faut avoir un huissier. Bon, je n'ai pas l'argent pour avoir un huissier, il faut au moins quelque chose de 100 000 francs, 150 000 francs pour faire l'évaluation de tout ça. Mais sans ça, il y a les gens des cadastres qui sont passés pour uniquement pour identifier les victimes et les immobiliers, pas le commerce encore. Le commerce, il faut avoir un huissier. La perte de ces marchandises s'élève à 320 000 francs CFA, ce qui permet à Aziz et à sa famille de vivre 2 mois durant. Nous sommes au port de Yoro. Il s'agit de l'un des principaux points d'entrée des denrées alimentaires de Brazzaville. Là encore, le drame a laissé des traces. Le port est plus vide qu'à son habitude et des dégâts matériels ont été constatés. La coopérative de pêche a en effet relevé que sur les 85 pirogues qu'ils avaient, 65 ont disparu, sans doute pendant le mouvement de panique de la population. Nous sommes une coopérative qui a un matériel et qui fait louer aux pêcheurs individuels. Parce que nous sommes un groupe. Et c'est-à-dire que nous, du point de vue financier, du point de vue subsistance, nous connaissons d'énormes difficultés actuellement. Et nos collègues pêcheurs également, qui n'ont pas ce matériel-là, ne savent que faire, parce qu'ils ne pouvaient aller au fleuve que par nous. Romuald espère que la coopérative pourra elle aussi recevoir l'allocation d'urgence. C'est en fait une très grande difficulté pour nous, parce que nous nous demandons à quand la réparation des dégâts. Sinon, à quand le dédommagement, s'il faut dire. Sinon, la coopérative ne saura que faire. C'est-à-dire qu'il est très probable que nous entrons dans une faillite profonde. Sur la rive, les conséquences se font déjà sentir. La pêche d'aujourd'hui est bien maigre. Bon, moi, je suis femme de commerce, je vends les poissons. J'attends le moteur, le pêcheur vient, j'achète et je vends marcher, je vends. Mais depuis que cet événement est passé, vraiment, on a trop de difficultés. Les pêcheurs remontent dans le fleuve, tombés, les pirogues cassées. Donc, c'est un peu difficile.
nos clients qui partaient là pour nous revendre encore les poissons, ils ne sont plus encore là. Les autres sont fuis au niveau du village, les autres sont morts. Bon, auparavant, j'avais une somme de 150 000, hein, donc je me débrouillais avec ça. Maintenant, là, je n'ai rien. Donc, je vais avec quelques sommes de 10 000, donc j'ai recommencé encore à zéro. Comment le gouvernement entend-il soutenir ces commerçants? À cette question, le ministre des Finances se veut rassurant. Nous nous organisons de sorte que ceux qui vivaient de leur travail, qui aujourd'hui ne peuvent plus vivre de leur travail parce que leur atelier a été détruit, parce que leur entreprise a été détruite, nous nous organisons, disais-je, de sorte que assez rapidement, ils retrouvent l'outil de travail. Peut-être pas au même endroit, à un autre endroit. Le plus important, c'est que le gouvernement s'organise pour leur remettre entre leurs mains un outil de travail pour qu'ils reprennent leur vie normale d'entrepreneur. Si le ministre n'a pas souhaité donner de calendrier précis, ce qui est sûr, c'est que cela devrait se faire dans de courts délais. Après l'adoption de collectifs budgétaires, il y a des lignes précises. Le budget, son exécution, c'est 1 an. Donc de maintenant à la fin de l'année, forcément, il y aura exécution du budget et donc application des mesures concernant les uns et les autres. Le budget rectificatif de l'État de 2012 a été présenté le 6 avril à l'Assemblée nationale. Ce budget est arrêté à la somme de 3 935 milliards de francs CFA en recettes et à 3 265 milliards de francs CFA en dépenses. Il présente donc un excédent prévisionnel d'environ 670 milliards de francs CFA. Jérôme Koumba, donc on l'a entendu, avec un excédent prévisionnel d'environ 670 milliards de francs CFA. Comment le gouvernement pourrait-il concrètement aider la population? Oui, c'est une très bonne question. Moi, je dirais par rapport aux événements de Brazzaville qu'il y a une dimension socio-économique à examiner. Parce que vous savez que le président Sassou Nguesso, il a été élu par rapport à un programme qu'il a intitulé « Le chemin d'avenir ». Bon, le budget, il a été approuvé, certes, excédentaire, oui, mais la question qui va être posée, c'est qu'à un moment ou un autre, ce qui a été prévu pour être réalisé risque de subir des coupes profondes, parce qu'il y a géré l'urgence et gérer aussi les stratégies d'avenir. Donc moi, je me dis, dans les lignes budgétaires qui ont été dessinées, il faut privilégier tout le secteur de l'économie informelle qui a été affecté pour que les gens, outre le fait de retrouver leur outil de travail, puissent pérenniser leur activité, en tout cas. Monsieur Lasconi, vous partagez cette opinion, privilégier le secteur informel dans le commerce? Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire des victimes et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés. Je pense qu'il serait prématuré de parler d'économie dans un pays où il reste encore beaucoup de cadavres exhumés sous les décombres. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a d'abord la situation des sinistrés à gérer. Oui, justement, cela pourrait être effectivement la priorité, pouvoir les loger notamment. Oui, non seulement les loger, mais les nourrir aussi. On parle déjà de détournement de dons de l'aide humanitaire. Ça, il y a des vidéos qui circulent sur la toile. 3 millions de francs CFA qui ont été donnés aux sinistrés. Comment? Il y a une aide d'urgence qui a été distribuée aux sinistrés de l'ordre de 3 millions de francs CFA. Justement, il y a eu des manifestations. La commune de Wenzé a même été menacée par les sinistrés, d'autant plus que certains sinistrés se sont sentis lésés. Donc, même dans la distribution, il y a un certain désordre. C'est pour cela qu'il est, pour l'instant, prématuré de parler d'économie. Donc, pour M. Lasconi, il est prématuré de parler d'économie. Il faut aider les sinistrés, et notamment les nourrir. Mais en ne privilégiant pas l'économie, on empêche ceux qui avaient des commerces au préalable, auparavant, de pouvoir se nourrir par eux-mêmes. Je crois qu'on peut gérer ça de manière parallèle. C'est-à-dire que les gens sont dans des situations d'urgence. Il faut agir, il faut gérer l'urgence et bâtir les stratégies pour l'avenir. Je crois que les deux ne sont pas incompatibles. Mais on déplore la question des victimes, certes, mais ces mêmes personnes, je parle de celles qui vivent encore aujourd'hui, qui n'ont plus leur commerce. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'attend pas. On l'a entendu justement dans le reportage que les autorités ont demandé aux commerçants de louer les services des huissiers de justice. Or, ça coûte 150 000 francs CFA, ce qui correspond à peu près à 230 €. C'est tout de même une somme, c'est pas une petite somme. Est-ce qu'on en demande
pas trop à la population aujourd'hui. Mais pourquoi on doit leur demander? On parle d'un côté d'indemnisation, toutes ces questions d'huissier, les gens n'ont pas la capacité ni les possibilités financières pour faire face à ce genre de choses. Mais pourquoi ces questions d'indemnisation ou d'allocation d'urgence ne prennent pas en compte ces questions d'honoraires d'huissier? Je me posais la question. Hein. Monsieur Lasconi, quelles sont les répercussions, en tout cas dans les mois à venir, avant la fin de l'année 2012, quelles seront les répercussions de cette catastrophe de Mpila sur la ville de Brazzaville? Disons qu'il y aura déjà la spéculation au niveau des prix, parce que le Congo ne produit pas beaucoup de denrées alimentaires. Le Congo importe beaucoup de denrées alimentaires. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y aura beaucoup de spéculation. Et puis, je voudrais tout de même... Oui, je voudrais tout de même rappeler que si l'État est incapable d'apporter des soins élémentaires aux blessés, je ne pense pas qu'ils pourront très vite dédommager les sinistrés. Alors, Monsieur Nissi, vous avez parlé de baisse du pouvoir d'achat. Le ministre des Finances est beaucoup plus optimiste. Nous allons l'écouter. Il était au micro de Myriam Selam. Les fonctionnaires continuent de percevoir leur salaire chaque fin du mois. Les gens qui travaillent dans le secteur privé continuent de percevoir leur salaire chaque fin de mois. Les hommes d'affaires continuent de faire leurs affaires et de gagner de l'argent. Si à ces revenus permanents s'ajoutent des revenus exceptionnels, du genre allocation de soutien aux familles, du genre demain quelques indemnités, bien évidemment que le pouvoir d'achat sera élevé, bien évidemment. Et donc la consommation. Mais en économie, ce n'est pas tac au tac. Il y a un peu de temps de réaction. Mais nous sommes conscients, nous sommes tranquilles. Nous savons qu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas souhaité, c'est arrivé, c'est fait très mal, c'est douloureux. Mais cette situation est une occasion de rebondissement. Et je suis conscient, pour ma part, j'estime que la croissance sera plus forte qu'elle ne devrait l'être sans cette catastrophe. Jérôme Koumba, dans quelle mesure la croissance économique pourrait-elle être plus forte alors que l'outil de travail est détruit? Oui, vous savez qu'il y a beaucoup de phénomènes ou de sujets paradoxaux. C'est-à-dire que ce que le ministre vient de dire est dans la logique structurelle dans les plans de gouvernement. Mais vous savez que dans les pays comme les nôtres, et dans une situation comme celle qu'on vient de connaître, il n'y a pas une régulation des prix au niveau des denrées alimentaires. Chacun fait comme il veut. Et il y en a qui profitent très vite dès l'état de situation actuel. Justement à une régulation gouvernementale sur les prix. Pardon? Est-ce qu'on doit s'attendre aujourd'hui à une régulation gouvernementale? Non, c'est-à-dire qu'au niveau des marchés, comme nous sommes dans une situation de crise, chacun peut mettre le prix qu'il veut. C'est alimentaire et notamment au niveau du logement, parce qu'on crée également une situation de spéculation. Oui, donc la spéculation, elle est d'office, elle naît d'elle-même de manière conjoncturelle. C'est ça l'histoire. Donc c'est opposé à ce qu'on vient d'entendre finalement. Oui, ça me gêne un peu. Une croissance économique plus forte dans les mois à venir. Monsieur Lasconi. Je pense que déjà le Congo est accoutumé à vivre des catastrophes pratiquement tous les ans. Et ce n'est pas la première catastrophe qui survient au Congo. Souvenez-vous qu'il y a 7 mois déjà, le Festival panafricain de musique, le FESPAM, a été annulé parce qu'il y a eu une catastrophe. On a organisé un deuil national. 1 an auparavant, il y a eu un déraillement de train. Et on a fait face aux mêmes difficultés. Donc, les promesses... Dans une moindre mesure, tout de même. Parce que la catastrophe est quand même exceptionnelle. Évidemment, mais si on n'a pas pu gérer une catastrophe de moindre mesure, je ne pense pas qu'on pourrait parvenir à gérer aussi rapidement. Le gouvernement a tout de même été assez réactif dans la gestion de la crise. Moi, d'après les informations que j'ai, je ne le pense pas. Ce sont là, disons que pour calmer l'ardeur de la population, on fait des promesses, on fait certaines promesses que sans doute on ne tiendra pas parce qu'il est très difficile de donner un chèque en blanc à des hommes qui ont montré jusqu'à présent leur incapacité à gérer correctement les catastrophes. Selon vous, Monsieur Lasconi, comment faire du coup pour redémarrer l'activité à Mpila? Déjà, c'est de reloger. Moi, je pense qu'avant même de parler de redémarrer l'activité, parce que pour redémarrer une activité, il faudrait bien que les gens dorment quelque part. Là, vous avez des familles entières qui dorment dans des marchés, dans des paroisses. Au Congo, il pleut... En attendant la construction de logements pouvant les accueillir. Vous avez d'autres solutions à proposer au gouvernement congolais? Je pense qu'il y a des hôtels au Congo, il faudra les recenser et loger. Donc il faudrait réquisitionner Oui, les moi, hôtels. c'est en tout cas dans la situation actuelle des choses pour craindre des épidémies, parce que ça a déjà commencé des cas de choléra, il serait d'abord urgent de recenser les bâtiments
vides pour pouvoir loger les sinistrés. Monsieur Koumba, il faudrait réquisitionner les hôtels à Brazzaville. Si vous permettez, je reviens quand même un peu en arrière concernant comment la chose a été gérée au niveau de l'urgence. Il y a eu quand même la réactivité au niveau de la façon de faire du gouvernement. La seule chose que j'ai déplorée, je continue de déplorer aujourd'hui, c'est un peu les méthodes ou la procédure qui a été mise en place pour régler ces questions d'argent, des questions financières. Et on a le sentiment qu'on s'est réveillé et on a démarré ce processus. Voilà, et ça c'est la chose qui bloque. Mais si c'était dans l'urgence. Voilà, c'était dans l'urgence, mais ça n'empêche pas d'avoir une procédure et une méthode pertinente. Là, côté méthode, je crois qu'il y a un manque assez flagrant. Alors maintenant, vous parliez de réquisitionner les logements. Bon, encore une fois, je suis toujours pas prêt à aller dans des mesures de ce genre. Je continue à dire toujours qu'avant de se lancer dans un processus, il faut toujours avoir une ligne directrice de comment on va faire, mais étape par étape. Et ça pourrait être une étape, mais de but en blanc, on ne peut pas se lancer à réquisitionner s'il n'y a pas une procédure et des méthodes mises en place auparavant. Fin de ce débat, messieurs, nous passons au rappel des principaux titres de l'actualité africaine. En commençant par l'investiture du président malien par intérim. C'était ce jeudi à Bamako. Diankouda Traoré doit à présent désigner un Premier ministre et est également censé organiser en 40 jours un scrutin présidentiel dans le contexte politique incertain que l'on connaît. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo explique à la France d'où son fils, ministre de l'Agriculture, tire sa fortune. Elle provient essentiellement des entreprises que possède Théodorine Obiang Mangué. Enfin, le bras de fer entre le Soudan et le Sud-Soudan se poursuit malgré les multiples accords signés ces derniers mois. Les deux pays ne parviennent toujours pas à s'entendre sur le moyen de se partager équitablement les revenus tirés de la manne pétrolière. Nissim Blasconi, je rappelle que vous êtes écrivain, documentariste et historiographe. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Également, merci à vous Jérôme Koumba. Je rappelle que vous êtes expert environnemental. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. L'Africa Newsroom marque une nouvelle pause. Restez avec nous à suivre l'actualité internationale et la chronique d'Esther Twadimbou.